Salut les primates, salut les spartiates et salut à ceux entre les deux. Nous sommes le 9 mai 2024 et vous écoutez le numéro 47 de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié en grande partie à l'univers de la saga Planet of the Apes, au cinéma bis et aux musiques qui s'écoutent les potards tournés jusqu'à 11. Je suis le Dr Zaius et aujourd'hui, nous allons parler de La Planète des Singes, le nouveau royaume, qui est sorti en France hier et qui sortira demain aux États-Unis sous le titre Kingdom of the Planet of the Apes, ainsi qu'au Québec sous le titre Le Royaume de la Planète des Singes. Le film étant sorti hier, je ne l'ai vu pour le moment qu'une seule fois, mais en fait, je suis sorti du cinéma vraiment enthousiasmé et j'ai déjà envie de partager ça avec vous. J'ai envie de faire un épisode un petit peu à chaud. Mais d'ailleurs, je me demande si j'en ai pas parlé dans l'épisode précédent où je m'interrogeais sur peut-être la possibilité de le faire. C'est pas nécessairement un exercice dans lequel je suis sûr d'être à l'aise, mais voilà, j'ai simplement rassemblé quelques idées. Oui, ça risque d'être un épisode pas aussi long que des épisodes, on va dire, classiques, mais je pense que j'ai quand même pas mal de choses à dire. On va faire très simple, on va faire un épisode scindé en deux parties. Une première partie sans spoiler pour les gens qui voudraient avoir mon opinion de fan de la saga et plus particulièrement de fan de la saga classique et pour être même vraiment précis du film de 1968 et du roman de Pierre Boulle. Voilà, déjà je peux déjà vous le dire, hein, allez-y. Voilà, moi je vous le recommande, je recommande clairement d'y aller, mais je vais un peu plus développer pourquoi en essayant de ne pas faire de spoiler. Et ensuite, c'est une idée tout à fait originale que je viens d'avoir, personne n'y ait jamais pensé avant. On mettra un signal sonore qui marquera, qui séparera la zone habitable de la zone interdite avec spoiler, où il ne faut aller que si on a déjà vu le film ou que si on s'en fiche de se faire spoiler. Alors, la première question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que La Planète des Singes, le nouveau royaume, tient ses promesses ? Donc je l'ai dit, moi je suis sorti de la salle de cinéma, j'étais franchement ravi. En fait, j'ai été embarqué dès le début du film. Tout de suite, j'ai été pris, j'ai pas besoin qu'on me prenne par la main, tout de suite, j'étais vraiment dedans. Dans l'épisode précédent de Cornelius Enzira, je parlais de la promesse qui était faite d'avoir des beaux paysages filmés en plan large façon cinémascope, des paysages qui ne cachent pas leur nature post-apocalyptique parce que donc on va le rappeler, Kingdom of the Planet of the Apes, La Planète des Singes, le nouveau royaume, se situe plusieurs siècles a priori. Alors dans le film, je crois qu'à aucun moment ça n'est précisé, rien ne permet de le dire, mais on va dire ce qui était expliqué dans la promo, c'est que le film se situe 3 siècles après la fin de La Planète des Singes Suprématie, War for the Planet of the Apes. Je suis plus à l'aise avec les titres en VO. Les habitués de Cornelius Enzira le savent. Je fais un effort à vous donner les titres en VF. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on sait que c'est en gros 300 ans après la fin de... J'allais vous raconter la fin de Suprématie. Mais justement, ça me fait tout de suite rebondir sur un aspect positif du film, c'est que c'est un film qui se suffit en lui-même. C'était une de mes craintes aussi, crainte que j'ai évoquée dans les épisodes précédents, je pense dans au moins un des 2 épisodes précédents. J'avais cette crainte que Wes Ball, et en tout cas le studio, souhaite avant tout établir une nouvelle trilogie avant de penser à faire un bon film. Donc si c'est aussi une de vos craintes et si c'est quelque chose qui vous freine un peu à l'idée d'aller le voir au cinéma, honnêtement, moi je lève tout de suite cette réserve. Oui, on peut voir Kingdom of the Planet of the Apes en ayant plus trop en tête les autres films, et aussi c'est un film qui peut se suffire à lui-même. Alors, je vais quand même... En fait, si je vais faire une comparaison, je le comparerai à Rise of the Planet of the Apes, donc c'est La Planète des Singes, les origines en VF, et en version québécoise, c'est la montée de La Planète des Singes, je crois. Quand Rise était sorti en 2011, moi, j'étais ressorti hyper content aussi, parce que j'étais en présence d'un film qui faisait référence très ouvertement, parfois peut-être même un peu trop, je dois le reconnaître, au film de 1968, mais Rise, c'est un film qui
pouvait marcher en standalone. S'il n'y avait pas eu de suite, c'était pas grave. Quand bien même la fin de Rise, sans faire de spoiler, c'est une fin qui est assez ouverte. La preuve, il y a eu 2 suites, et contrairement à ce qui s'était passé pour la saga classique, c'est pas des suites qu'il a été très difficile, pour lesquelles il était très difficile d'écrire un scénario, puisque voilà, le film de 1968, La planète des singes, le film de Frank Schaffner, très honnêtement, c'est un film qui était pas du tout écrit pour qu'il y ait une suite, vraiment, clairement pas. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, on pensait pas vraiment les films comme ça. C'est pas comme aujourd'hui où tout de suite les studios pensent franchise, suite, etc. Mais bon, là, je vais pas revenir sur l'histoire de la saga classique. Je vous invite à écouter d'anciens épisodes de Cornelius Enzira où on explique tout cela. Mais donc, oui, Rise of the Planet of the Apes laissait clairement la place à une suite. C'est également le cas pour Kingdom of the Planet of the Apes. Hein. C'est également le cas donc pour La planète des singes, le nouveau royaume. Oui, sans faire de spoiler, il y a la place pour une suite. Néanmoins, même s'il n'y en avait pas, bon, ce serait frustrant parce que maintenant on est habitué, hein, on est habitué à ce qu'il y ait beaucoup de suites, et puis ça serait frustrant parce que moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu et j'ai envie que cet univers continue d'être développé. Mais puisqu'on parle de suite, puisqu'on parle de franchise, puisqu'on parle de saga, justement, est-ce que Kingdom of the Planet of the Apes est cohérent avec, alors pas nécessairement les 9 autres films de la saga, puisque déjà tous ne s'inscrivent pas dans la même continuité. Hein. Je rappelle, la saga classique c'est 5 films. Le 6e film c'est celui de Tim Burton, et en réalité un remake du film, enfin à la fois un remake du film de 1968 et une adaptation du roman de Pierre Boulle. Et puis donc on a la précédente trilogie qui est sortie dans les années 2010, enfin 2011, 2014 et 2017, donc Rise, Dawn et War for the Planet of the Apes. Ou autrement formulé, est-ce que lorsque Wes Ball a annoncé avant la sortie du film qu'il était fan de la franchise et plus particulièrement du film de 1968, est-ce qu'il disait la vérité ? Eh bien oui. Eh bien oui, force est de constater que c'est vrai. Il y a pas mal de citations directes du film de Frank Schaffner dans Kingdom, qu'il s'agisse aussi bien de la réalisation du film ou même de la musique du film. Il y a vraiment des passages qui... Alors ça a été réorchestré, hein, je pense, mais on retrouve clairement la musique de Jerry Goldsmith, cette musique si particulière du film de 1968, et ça c'est un... Enfin, bon... Peut-être que c'est mon côté fanboy qui aime bien qu'on le caresse dans le sens du poil, mais moi j'étais très content de retrouver ça. Alors je pense à une séquence en particulier du film de 1968 qu'on retrouve, je vais pas dire à l'identique, mais... de manière très proche. Je vais le développer dans la partie sans spoiler, même si c'était visible dans au moins une des bandes annonces. Donc je pense que c'est pas, et que j'en ai parlé dans des épisodes précédents, mais voilà, je vais quand même respecter on va dire le contrat moral que j'ai passé avec vous au début. On est dans la partie sans spoiler, donc j'en dis pas nécessairement plus. Ceci dit, vu qu'on parle de spoiler, je vais quand même me permettre une petite parenthèse ici. Avant de voir le film, j'ai dit que je trouvais que certains clips officiels, qui sont visibles notamment sur YouTube, mais qui je pense sont d'abord créés pour faire des spots publicitaires sur les chaînes de télé américaines, mais là peut-être que je dis une erreur. Si jamais vous vivez aux États-Unis, merci de confirmer ou d'infirmer si jamais vous écoutez ça. Mais toujours est-il que voilà, je trouvais qu'il y avait des extraits du film qui en révélaient, à mon sens, beaucoup trop. Je continue de le penser, mais si jamais vous les avez vus, sachez que le film conserve totalement son intérêt d'être vu, quand bien même on a vu ces passages-là. C'est loin de révéler tout le film, et surtout c'est monté d'une certaine manière qui fait que on croit qu'on en a vu beaucoup, mais on n'a peut-être pas tout vu en fait. Donc je continue de penser qu'en termes de communication, je trouve, enfin moi qui n'aime pas trop me faire spoiler, voire qui n'aime pas du tout, je trouve ça maladroit. Néanmoins, je trouve que ça ne déflore pas tant que ça le film, moins que ce que je ne le croyais en fait.
Par contre, ce qui est étonnant, je crois qu'il y a au moins une ligne de dialogue présente dans une de ces bandes annonces ou dans un de ces clips que je crois pas avoir entendu dans la version finale du film. Je me trompe peut-être, hein, parce que donc, comme j'ai dit, pour le moment, je l'ai vu qu'une seule fois. Et il faut aussi que je dise aussi un autre truc, c'est que en tant que fan du film de 68, je reconnais, et même fan de la... Je sais pas pourquoi je dis fan du film de 68, parce que oui, il y a des citations, mais je crois qu'en fait, j'avais quand même beaucoup d'appréhension quant au fait que ma saga préférée, qui a quand même un ton particulier, de la voir dans les mains de Disney, ça me faisait un petit peu peur, parce que La planète des singes, quand bien même ça reste une saga relativement grand public, on parle pas non plus d'une série de films, sans même parler du roman de Pierre Boulle, qui s'adresse à un public enfantin. On peut apprécier La planète des singes en étant enfant, mais on va passer à côté de beaucoup de choses, je pense. Et les thèmes principaux de La planète des singes, la question de l'altérité, de l'aliénation, la question des rapports dominants-dominés, la question de la conflictualité, c'est souvent des thèmes un peu complexes, qui nécessitent de la nuance, et surtout qui peuvent être sombres. La planète des singes, dans l'ensemble, c'est quand même une saga qui est plutôt pessimiste, c'est une saga qui est plutôt sombre, et je me demandais ce que ça pouvait donner avec l'éclairage Disney. Et ben, je suis content en fait. Je suis content parce que, certes, c'est un traitement qui est différent, faut le reconnaître, il faut l'accepter, mais la saga est respectée. Et honnêtement, j'étais très content. La première moitié du film, même à un moment, je pense à peu près à la moitié du film, je me suis dit calme-toi, parce que ça se trouve la deuxième moitié va franchement te décevoir. Je me préparais psychologiquement au fait de pouvoir être déçu par la suite, parce que j'étais tellement content de ce que je voyais, et je pense tellement content que parfois il y a des moments j'essayais aussi un peu de processer tout ce que je venais de voir, et je pense qu'il y a quelques passages du film où je pense qu'il y a quelques petites choses qui m'ont échappé, tout simplement parce que j'étais ravi en fait. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est l'inverse d'être sorti du film. J'étais tellement dans le film que je réfléchissais. Peut-être aussi j'étais déjà dans l'analyse. Donc il y a certainement des choses, des passages qui m'ont un petit peu échappé, parce que oui, j'étais aux anges, j'étais comme un gamin, disons-le clairement. Et tant mieux en fait que j'ai pu encore ressentir ça. Et honnêtement, même si la deuxième moitié du film m'avait pas plu du tout, et ben rien que pour, on va dire, cette première heure et quart, parce que le film fait à peu près 2h30, et bien rien que pour ça, j'aurais quand même été content. Mais je suis en train de m'égarer là. On va quand même en revenir à ce que je voulais dire concernant les citations du film de 1968. C'est une question qui est forcément subjective, mais je trouve que le dosage est bon. Alors je dis ça, encore une fois, après seulement un seul visionnage. Peut-être que mon avis va s'affiner, voire changer un peu, après un deuxième, voire un troisième visionnage. Mais je vais garder la comparaison avec Rise of the Planet of the Apes. Dans Rise, il y a énormément d'easter eggs. Certains qui sont amenés très finement, et d'autres qui, selon moi, sont quand même un peu rentrés au chausse-pied. Et ben dans Kingdom, voilà, je trouve que le dosage est meilleur, et bien meilleur même. Peut-être que on flirte parfois avec la limite, mais pour moi, elle est jamais dépassée. Disons que les gens qui ont vu une fois ou deux le film de 68, ils vont certainement voir les 2 ou 3 hommages qui sont plus qu'évidents à ce premier film. Et les fans de la saga, on va dire plus pointus, eux, ils vont capter aussi des clins d'œil qui sont plus subtil. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de souligner, presque là où j'ai envie de remercier Wes Ball, c'est que oui, il nous a montré qu'il est fan de la saga classique, et qu'il est fan aussi, clairement j'allais dire je pense, mais oui, il l'a dit, qu'il est fan aussi des 3 films précédents, de la précédente trilogie. J'ai pas l'impression qu'il y a un seul moment dans le film où Wes Ball nous donne des énormes coups de coude en nous disant t'as vu, regarde, hein, hey, t'as vu, je suis fan du film 68, hein, t'as vu, tiens, je vais te mettre un dialogue, exactement pareil, à la virgule près, hop, comme ça tu vas bien comprendre que j'étais fan. Des reproches que je pourrais... Alors, la manière dont je le dis, je me rends compte, ça peut sonner un peu comme si j'avais pas aimé Rise. J'ai beaucoup aimé Rise of the Planet of the Apes, mais il y a certaines fois où je trouve que c'est too much. Et j'ai pas eu ce sentiment avec Kingdom.
Au contraire, mais ça je pense que je vais le développer dans la partie avec spoiler, il y a des choses qui sont faites, si c'est fait exprès, c'est fait de manière très fine, ou simplement je pense que, oui, je pense qu'il connaît très bien le lore de la saga. Du coup, certaines choses ont été intégrées naturellement, ça passe bien, on sait qu'on est dans un film Planet of the Apes. Quand je dis ça, je veux dire qu'il ne suffit pas de mettre des singes qui parlent, qui portent des habits, même si là ils n'en portent pas des masses, qui sont à cheval, enfin bref, qui ont un comportement proche de celui des humains, pour qu'on soit dans un film Planet of the Apes. Il faut quand même, pour moi, pour que le cahier des charges soit rempli, il faut quand même respecter certaines thématiques, une certaine tonalité, ça je vais le développer un peu après je pense, mais je vais rester sur cette idée quand je parle de singes, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est quand même au cœur de la saga, hein. Ça s'appelle Planet of the Apes, la planète des singes, enfin on devrait dire la planète des grands singes, mais ça c'est un autre débat. Il y a quelque chose qui est très important, c'est la question du choc visuel. Le film de 1968, ce qu'avait fait John Chambers, donc qui était responsable des maquillages, ou même quand on dit maquillage pour la planète des singes, il faut préciser en fait qu'il est plus question de prothèse que de maquillage. Enfin, il est question de maquillage, certes, mais surtout ce qui fait que les maquillages de singes sont si impressionnants dans le film de 68, surtout pour l'époque, c'est que John Chambers a mis au point des prothèses, parce que avant d'être spécialisé dans les effets spéciaux pour la télévision et pour le cinéma, John Chambers, ça je l'avais déjà expliqué, il avait travaillé notamment pour l'armée et il avait fabriqué des prothèses pour les vétérans qui avaient été défigurés à cause de la guerre, ce qu'on appelle les gueules cassées. Et donc tout ce savoir-faire qu'il avait acquis de son passé de médecin militaire, il l'avait réutilisé pour créer des effets, oui, des maquillages. Alors, je l'ai déjà dit et vous l'avez déjà entendu certainement ailleurs, mais les fameuses oreilles de Spock, c'est John Chambers qui les avait créées, et donc c'est lui qui était à la direction, c'est lui qui a créé les prothèses qui étaient utilisés pour les singes dans le film de 68 et dans les suites, ce qui permettait aux acteurs et aux actrices de pouvoir jouer, de pouvoir avoir des expressions faciales, quand bien même ils avaient sur le visage donc ces prothèses et ce maquillage qui était assez lourd, hein, ça prenait des heures et des heures à les maquiller et à les démaquiller tous les jours. Mais là encore, bon, je commence à m'égarer, mais tout ça pour dire qu'il y avait cette notion du choc visuel dans la saga classique, qu'on avait retrouvé dans le remake de Tim Burton, parce que bon, je suis pas le plus grand défenseur de la version réimaginée par Tim Burton, mais quand même, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les maquillages de ce film, ils sont exceptionnels. Les singes du film de 2001 de Tim Burton, ils sont vraiment formidables. Rappelons que c'est ni plus ni moins que le grand Rick Baker qui était responsable des maquillages du film de Tim Burton, dont ça explique aussi la très grande qualité, et c'est un digne successeur de John Chambers. Bon, là j'ai parlé des maquillages, il faut aussi souligner le film de Tim Burton, les costumes sont vraiment super bien aussi, tout l'aspect visuel de façon générale du film de Tim Burton était très réussi, et en ce sens on doit reconnaître et saluer la version réimaginée de Tim Burton, au moins pour ça. Bon, pour le reste, je suis quand même beaucoup plus circonspect. Mais donc, pour moi, dans l'histoire des effets visuels au cinéma, La planète des singes, aussi bien avec le film de 68 que celui de 2001, c'est vraiment des marqueurs. Et il faut reconnaître que la trilogie des années 2010, c'était également le cas. Ce qui a été fait avec les CGI, c'était vraiment incroyable. C'est des films qui ont encore plutôt bien vieilli, et là aussi, je dois le dire, les singes, ils sont exceptionnels. J'ai encore quelques petites réserves quand c'est des plans larges, quand on les voit en entier se déplacer dans le paysage. Ah, il y a quand même
pour moi, ça nécessite quand même un petit peu une suspension d'incrédulité. Je vois quand même des images numériques. Voilà, je suis un peu circonspect, mais ça, c'est certainement parce que je suis un vieux con. Mais par contre, quand il y a des plans rapprochés, les visages des singes et leurs mains sont extrêmement réussies, c'est incroyable. Quand il y a des gros plans sur les visages ou quand on voit bien les mains à l'écran, d'ailleurs il y a plusieurs moments avec des gros plans sur des mains de singes, mais on dirait des vrais. Là pour le coup, je dis ça aujourd'hui, ça se trouve dans 20 ans on trouvera qu'ils ont mal vieilli, mais j'ai peine à y croire. Là, je pense que, encore une fois, déjà ce qu'ils avaient réussi à faire dans Rise of the Planet of the Apes, les singes étaient très crédibles, mais on avait déjà vu des films avec des CGI, il y avait quand même eu, auparavant, il y avait eu, bien évidemment, Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, qui est quand même un marqueur très important dans l'histoire des effets spéciaux. Il y avait eu, on peut parler de King Kong, qui était également fait, donc c'est Weta, qui, je crois pas dire de bêtises, Weta FX, qui est derrière aussi bien Lord of the Rings, donc Le Seigneur des Anneaux, que la version toujours de Peter Jackson, le remake de King Kong. Il y a eu évidemment Avatar de James Cameron, mais surtout Dawn et War for the Planet of the Apes, les deuxième et troisième films de la saga, étaient des marqueurs très importants dans l'histoire du cinéma d'effets spéciaux, parce que c'est un des premiers, parmi les premiers films, je marche un peu sur des œufs en le disant, ça mériterait vérification, peut-être les premiers, où donc ces films faits en motion capture, en capture de mouvement, c'était une des grandes premières, en tout cas parmi les premiers films, où quasiment tout avait été filmé en décor naturel, parce que jusque-là, la motion capture ne se faisait qu'en studio. Or, pour Dawn et War, une grande partie du film a été tournée en extérieur, quand bien même il y a quasiment tout le temps des singes à l'écran. Et surtout, War for the Planet of the Apes, le tour de force, c'était qu'une partie, non seulement avait été filmée en extérieur, mais en plus sous la neige. Donc vraiment, ils avaient rajouté beaucoup de contraintes. Et le film précédent, Dawn of the Planet of the Apes, il y avait beaucoup de films de séquences du film qui se passaient dans les bois, dans la forêt, donc avec une luminosité quand même assez particulière. Ça avait dû être un casse-tête, aussi bien, je suppose, enfin là, je suis pas un grand féru de technique, donc j'espère ne pas dire de bêtises, mais je pense que ça devait être un casse-tête aussi bien pour les personnes responsables de la photographie et aussi pour les gens aux effets spéciaux. Donc, est-ce que Kingdom of the Planet of the Apes s'inscrit au moins au niveau? Oui, et même clairement, il y a un palier qui a été franchi. Je pense que c'est un film qui va également faire date dans l'histoire des effets spéciaux, au risque de tourner en rond et de me répéter. Vraiment, vraiment, les singes sont incroyables. En tout cas, les passages où on les voit en plan rapproché. Et pour continuer donc sur mes marottes, sur la question est-ce que La Planète des Singes, le nouveau royaume, donc Kingdom, est-ce qu'il s'inscrit bien en termes de thématique cette fois-ci dans la cohérence de cette saga? Eh bien encore une fois, j'ai envie de dire oui. On retrouve le thème de l'altérité, parce que comme je l'ai dit, ça se passe plusieurs siècles après la fin du dernier film, et donc il y a différentes sociétés simiennes qui se sont développées avec des cultures différentes. Bon, en vrai, on en voit surtout deux. On va dire qu'on en voit trois, surtout deux, mais là j'en dis pas plus. Donc le thème de l'altérité est développé. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouvait dans les films précédents, et ce que j'étais aussi très content de retrouver, c'est que ces différences culturelles, ça engendre des passages humoristiques, et pas du gros humour, parce que là ça va être une critique que j'avais adressée à l'époque à War for the Planet of the Apes, La Planète des Singes Suprématie, et que pour lequel j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, je suis un peu plus indulgent, mais j'avais pas mal de réserves concernant le personnage de Bad Ape, qui est pour moi, qui est clairement un comic relief, et qui était pour moi un peu le Jar Jar Binks de Planet of the Apes. Eh bien là, c'est pas ce type d'humour. On retrouve, parce que si j'ai dit que La Planète des Singes, c'est une saga qui est sombre,
de l'humour. Le roman de Pierre Boulle est un roman c'est un roman satirique, donc qui est très souvent très drôle, et cet esprit-là, on le retrouvait surtout avec les personnages de Zira, incarné par Kim Hunter, et de Cornelius, incarné par Roddy McDowall. On retrouvait c'était surtout par eux que passait l'humour, parce que c'est des personnages intelligents, fins, et qui donc dans les dialogues pouvaient amener de l'humour. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi donc avec le personnage de Noah, le personnage principal, le personnage de Raka, donc qui est un personnage d'orang-outan. C'est des personnages, alors plus Raka, c'est un personnage qui a de l'humour, et on sent que ouais, il y a quelque chose et Noah aussi, hein, c'est donc lui qui est un chimpanzé. Il est vraiment très intelligent, mais il est jeune, peut-être un peu naïf. Mais donc il y a des passages réellement drôles. Quand je l'ai vu hier dans la salle, il y a des moments où les gens riaient, et les gens riaient avec le film. Les gens riaient parce que les dialogues étaient bien écrits, ou même il y a de l'humour qui passe par les dialogues, mais il y a aussi de l'humour de situation. C'est pas l'essentiel du film, hein. Si je devais faire un pourcentage, ça ne représente que quelques pourcents de film. Mais c'est là, et moi, ça m'a fait plaisir aussi de retrouver ça dans le film. Alors, la question aussi de la domination, la question de la conflictualité, on va de nouveau les retrouver. C'est peut-être... là, il y a quelque chose qui est rajouté dans le film. Enfin, c'est peut-être un peu différent de ce qu'on pouvait voir dans la saga classique, mais là, je marche sur des œufs. Est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Même si c'est des choses qui avaient été révélées de toute manière dans les synopsis officiels et dans certaines bandes annonces, hein, ça se voyait. Je pense qu'on va se garder ça pour la partie avec spoiler. Mais ce que moi j'ai apprécié, c'est que ces thèmes-là, ils sont développés. Ce que j'avais peur aussi, étant donné, on va dire, le changement, enfin le rachat de la Fox par Disney, j'avais peur de quelque chose de trop manichéen, de pas très nuancé. Enfin, j'allais dire ça déjà à l'époque, hein, c'était quand même un des gros reproches qu'on peut faire au film de Tim Burton. Là, c'est quelque chose que... Alors, je vais pas dire que là, le pari est complètement réussi, mais on retrouve la nuance qui est propre à la saga. Et là, dans ce sens, je dirais que le nouveau royaume, je dirais que Kingdom s'inscrit dans la continuité de l'affrontement. Le deuxième film du reboot, donc L'Aube de la planète des singes pour nos amis du Québec, et Dawn of the Planet of the Apes pour ceux comme moi qui sont plus à l'aise avec les titres en VO. Donc là, il y avait dans ce film-là, pareil, je vais peut-être pas... Parce que j'ai dit plutôt qu'on pouvait voir Kingdom en n'ayant pas nécessairement vu les autres films, donc peut-être c'est votre cas. Et donc je vais pas vous raconter l'histoire de Dawn. Vous pouvez très bien la découvrir après celle de Kingdom, mais sachez qu'il est quand même dans ce film question de conflictualité, et la thématique est bien traitée dans le sens où, dans un conflit, pour qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait au minimum 2 parties antagonistes, mais c'est pas nécessaire dans un conflit que les 2 parties aient tort. En fait, chacun peut avoir raison de son propre point de vue, et qu'à un moment, il y a plus de diplomatie possible, ou en tout cas que la voie de la diplomatie décide d'être ignorée par soit les 2 parties, et auquel cas ça mène forcément à une situation soit de conflit ouvert ou fermé, peu importe. Mais cette thématique-là, on la retrouve, et je trouve qu'elle est plutôt bien défendue. Pas entièrement. J'aurais peut-être quelques réserves à ce sujet, parce que le film... Je vais peut-être parler... Allez, je vais parler maintenant des réserves que j'ai, en sachant que je vais avoir beaucoup plus de facilité à les développer dans la partie avec spoiler. Je dirais simplement que c'est un film qui, même si je suis très positif, je vais pas non plus jouer les béni oui ou les bisounours. C'est un film qui n'est pas exempt de tout reproche. Il y a quand même quelques facilités scénaristiques qui, à mon sens, auraient pu être évitées, ou en tout cas j'aurais aimé. Mais si je suis honnête, c'est une critique que je peux également formuler pour les autres films de la saga, y compris le tout premier film, le film de Schaffner avec Charlton Heston, le film de 68.
j'ai beau le considérer comme un chef-d'œuvre, si vraiment on décide de décortiquer à fond le scénario, oui, on va trouver des choses qui manquent peut-être de cohérence, des choses qui auraient peut-être pu être mieux écrites ou écrites différemment, mais il y a un moment, oui, les scénaristes doivent faire des choix, doivent décider aussi de faire avancer le film d'une certaine manière. Encore une fois, là, même si c'est le film le plus long de la saga, est-ce qu'il y avait la place pour développer tous les personnages ? Je sais pas. J'avoue qu'il y a peut-être certaines choses qui auraient pu être mieux écrites. Mais globalement, hein, pour en conclure avec cette partie sans spoiler, parce que là je marche trop sur des œufs, c'est un film que j'ai envie de revoir. J'envisage de le revoir, alors pas demain, mais d'ici quelques jours. C'est pas impossible que j'aille le voir une troisième fois, parce que donc je l'ai vu en VO. Je compte aller le revoir en VO, mais peut-être que je ferai l'effort d'aller le voir en VF pour voir ce que ça donne. Après tout. Et puis oui, bah, j'ai déjà hâte en fait qu'il sorte en Blu-ray. J'ai envie de voir les scènes coupées, j'ai envie de le regarder avec les commentaires audio, j'ai envie de lire des comics, de lire des nouvelles, de lire des romans qui se passent dans cet univers-là, parce que j'ai dit plutôt que une des choses qui me faisait plaisir avec la sortie de ce 10e film, c'est que ça voulait dire que ma franchise préférée était toujours vivante et que ça pouvait laisser la place à des projets qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans l'univers du reboot, dans l'univers des films qui sont sortis dans les années 2010, ou celui-là, c'est même si c'est oui, c'est un 4e film quand même si c'est clairement a priori le premier film d'une nouvelle trilogie, on peut le considérer aussi bien comme un premier film que comme un 4e film. Donc j'ai envie que cet univers il soit développé, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de retrouver certains des personnages, j'ai envie de voir aussi ce qu'il y a au-delà des paysages qu'on a pu voir. Là, il y a une graine qui est plantée, c'est une très belle graine et je suis sûr qu'elle peut donner des fruits magnifiques. Donc voilà, à moins qu'il y ait d'énormes problèmes qui m'ont pas sauté au visage, ce que je peux pas totalement écarter par honnêteté intellectuelle, hein, je reconnais que Disney n'a pas flingué ma saga préférée, et rien que ça je suis content, et clairement je peux aller bien au-delà. Je l'ai déjà dit au début de cette partie sans spoiler, mais je vais le redire pour la conclure. Allez-y, si vous aimez La Planète des Singes, allez-y. Alors je vais pas dire sans crainte, parce que c'est pas parce que moi j'ai beaucoup aimé que vous allez forcément aimer, mais si vous vous retrouvez généralement dans ce que je dis, si vous avez l'impression qu'on est souvent du même avis, et que si vous avez bien aimé, franchement, si vous avez bien aimé les films du reboot, et si vous aimez bien la saga classique, là il y a vraiment aucune question à se poser. Mais même si vous avez eu des réserves sur la précédente trilogie, ce que je pourrais comprendre, je pense que si vous pouvez vous permettre l'achat d'un billet, d'un ticket de cinéma en n'étant pas sûr d'aimer, honnêtement, voilà, si vous en avez le temps, la disponibilité, l'argent, peu importe, hein, prenez la variable que vous voulez. Si vous pouvez aller le voir, je vous le conseille fortement. Et puis oui, il y a aussi un côté, pas prosélyte, mais encore une fois, si j'avais pas du tout aimé, je vous le dirais. Mais raison de plus, j'ai beaucoup aimé, raison de plus pour moi de vous dire d'y aller, parce que il faut, si vous êtes fan de La Planète des Singes, il faut sortir du bois, il faut se montrer, il faut montrer qu'on aime ce film, qu'on a envie d'en voir d'autres, qu'on a envie que cette saga continue. Oui, bon, j'ai dit que je ferais pas du prosélytisme, j'en fais un peu, mais on va s'arrêter avec cette partie sans spoiler et on va tout de suite aller mettre un signal sonore que je suis sûr vous n'avez jamais entendu nulle part, et puis on va se retrouver tout de suite dans la partie avec spoiler. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, dans cette partie avec spoiler, on va pas faire une étude du film scène par scène, déjà parce que je l'ai vu qu'une seule fois, donc je ne le connais pas encore par cœur, et puis je pense que mon avis va s'affiner, comme j'ai dit, hein, je pense le revoir au moins une deuxième, voire une troisième fois. Enfin, ça serait étonnant que je le vois pas. Enfin, 2 fois c'est sûr, et une troisième fois c'est fort probable. Mais il y a quand même quelques petites choses que je me dis c'est peut-être mieux d'en parler dans une partie spoiler, de le réserver aux personnes qui ont déjà vu le film ou alors que ça ne dérange pas. Parce que ça existe et si c'est votre choix, de toute façon vous avez tout à fait le droit. Hein. Voilà. Alors, de quoi j'avais envie de parler ?
Je voulais revenir sur cette idée que je trouve très bonne en fait, de placer le film 300 ans après la mort de César, parce que maintenant on peut le dire, maintenant qu'on est en partie avec spoiler, et de voir ce qu'a pu devenir son enseignement, qu'est-ce qu'il reste de lui. Et je trouve vraiment intéressant qu'on suive d'abord Noah et son clan qui, eux, ont oublié qui était César, et ils ont développé leur propre société, leur propre civilisation. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est cette idée qu'ils pratiquent la fauconnerie, enfin même si là, en l'occurrence, c'est pas des faucons qu'ils élèvent, mais des aigles. J'aime bien tout ce truc, le fait que le film commence donc par un rite initiatique qui consiste donc pour les adolescents, enfin les jeunes adultes. On comprend que Noah et donc ses amis sont sur le point de passer un rite initiatique qui va certainement les faire rentrer dans la vie adulte. Et donc qui consiste à grimper jusque dans un nid d'aigle. Là, ça porte bien son nom, hein. Le nid d'aigle est parfois utilisé de manière... on en parle parfois de manière figurée, là c'est au sens propre. Il faut vraiment grimper très haut jusque dans un nid d'aigle pour aller récupérer des œufs, que ensuite on comprend, hein, que les singes couvent pour pouvoir élever les petits aiglons et en faire devenir des aigles apprivoisés. Même, je pense qu'on peut parler d'aigles domestiques. Et ben moi j'aime bien cette thématique de la domestication animale. Alors certes, on a déjà vu des singes à cheval, c'est même une image très forte de la saga, qu'on retrouve aussi bien dans le film de 68, dans la série télé, dans Rise of the Planet of the Apes, il était réutilisé, enfin, vraiment l'idée de singes capables de chevaucher, mais j'ai l'impression que l'image est plus frappante encore de voir des singes avec des aigles, et puis surtout, là, on les voit aller, alors ils capturent pas des animaux, mais on peut presque parler d'enlèvement finalement. Ils volent des œufs. Et je trouve que même si... Je trouve que ça apporte quelque chose d'ouvrir le film là-dessus, de voir les singes qui finalement domestiquent des animaux, mais qu'il y a un peu quand même une idée de violence. C'est pas violent la manière dont c'est fait, surtout qu'ils expliquent qu'il faut toujours laisser au moins un œuf dans le nid. Mais tout ça, je trouve ça intelligent, toute cette relation, parce que on peut pas douter du fait que les singes traitent bien leurs oiseaux, leurs aigles. Enfin, c'est vrai qu'ils ne parlent que d'aigles. Je sais pas s'il y a d'autres rapaces, peu importe. Vraiment, on peut ne pas douter du fait, on sent qu'il y a un rapport particulier, un lien fort. D'ailleurs, le nom de ce passage initiatique, c'est comme ça que ça s'appelle, le lien. Donc, je pense que pour devenir... C'est pas aussi bien expliqué, mais justement, je trouve ça intéressant. Il n'y a pas non plus... C'est plus de l'exposition par l'action. Il n'y a pas un dialogue où quelqu'un nous explique vraiment dans les petites lignes comment ça marche cette histoire, mais on se doute que c'est une histoire de passage à l'âge adulte et que pour ça il faut avoir créé une connexion avec un rapace, donc avec un aigle que l'on a élevé dès... Enfin, oui, je pense, on ne les voit pas faire, mais on se doute que c'est ce qu'ils font, qui doivent faire en sorte que les œufs sont couvés et d'être là à la naissance. Tout ça n'est pas nécessairement montré, mais on le devine. C'est pas la peine. Je trouve que tout ça marche bien. Mais ce mélange qui est quelque part, on sent, oui, que je pense qu'ils respectent leurs oiseaux, ils les aiment, ils s'en occupent bien, mais ça démarre par quelque chose qui est quand même violent. Et on va voler, on va voler des bébés quelque part. Et puis je l'ai dit, ils laissent un seul œuf dans le nid. On peut y voir là quelque chose de la compassion, mais je pense qu'à mon avis, l'idée première, c'est un calcul très simple qui est, faudrait pas non plus que les aigles sauvages deviennent une espèce en voie de disparition, parce qu'on ne sait pas, après tout, peut-être qu'ils ont du mal à faire se reproduire les aigles en captivité, ça, j'en sais rien. Encore une fois, tout ça, je trouve ça que c'est fait de manière très intelligente, parce que en tant que spectateur ou spectatrice, on est impliqué parce qu'on nous donne pas toutes les réponses, donc ça fait qu'on est obligé d'être avec le film, de réfléchir un peu à ce qu'on voit à l'écran, mais il n'y a pas besoin de tout nous expliquer, on nous prend pas non plus pour des neuneux.
tout ça, je trouve que ça marche extrêmement bien. En plus, ça donne lieu à des scènes qui sont quand même assez fortes. Et donc, on nous fait... Je trouve, voilà, on a un milieu qui est presque in medias res, parce qu'on est tout de suite dans l'action. Oui, je pense qu'on peut parler d'introduction in medias res. Il se passe tout de suite quelque chose. Je trouve que c'est fait de manière habile. Et donc tout de suite, on nous plonge dans quelque chose, oui, dans l'altérité, même si le village, je sais pas si c'est voulu ou si c'est ou pas, ou si c'était fait de manière inconsciente. Ce village rappelle quand même pas mal le village des singes dans Battle for the Planet of the Apes, la bataille de la planète des singes. C'était déjà le cas, hein, aussi le village des singes dans Dawn of the Planet of the Apes et dans War for the Planet of the Apes. Donc c'est ça y est, maintenant je sais plus, c'est l'affrontement et suprématie. On retrouvait un peu cette esthétique qui a rappelé le 5e film de la saga classique. Là, je pense que c'est plus, on va dire, une convergence d'idées, et de s'imaginer comment est-ce que des singes à quoi peut ressembler un village de singes. Ça semble évident de faire quelque chose de plutôt arboricole et plutôt en bois. Enfin, tout ça semblait plutôt évident et ça fonctionne très bien. Et moi, j'ai aimé le temps qu'on passe avec eux. Presque, tout le film en entier aurait été avec le clan de l'aigle, que ça m'aurait pas déplu. Mais comme je l'ai dit, il y a cette question de la mémoire, du discours de César, la mémoire même de la vie de César, qui n'a pas été perpétuée. Alors, est-ce que c'était volontaire ou non? Ça, le film ne le dit pas. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait un peu des points de suspension, qu'il y ait un peu des choses qu'on laisse à l'appréciation des spectatrices et des spectateurs. Mais on va découvrir qu'il y a donc le groupe de singes auquel faisait partie Raka, puisque malheureusement il en est le dernier représentant, donc cet orang-outan, eux, clairement, ils ont conservé le message de César, ils connaissent sa vie, même s'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, et ça aussi, je trouve ça génial, parce que c'est tellement vrai, et c'est tout le travail difficile des historiennes et des historiens, de s'appuyer sur ce qui reste comme document, de s'appuyer aussi sur les découvertes qu'ont pu faire les archéologues, d'essayer d'articuler tout ça, et d'essayer de comprendre comment penser, comment vivaient nos ancêtres, d'essayer, parfois il y a des choses, c'est difficile de savoir quelles étaient, pour quelles raisons certaines choses ont été faites, pour quelles raisons certaines choses ont été construites, certaines choses ont été écrites, pourquoi il existe certaines lois, etc. C'est aussi tout ce qui fait le sel et tout ce qui fait que l'histoire est une discipline scientifique et que c'est une discipline passionnante. Donc le personnage de Raka est un personnage, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire. On aimerait connaître aussi l'histoire finalement de ce groupe de singes. On suppose que ce sont des orang-outans, et là encore une fois le parallèle avec le film de 68 est intéressant, puisque ce sont les gardiens des rouleaux sacrés, a priori ce sont des orang-outans. Le terme de législateur, voilà, là, cette fois, c'est clairement dit. Je crois que ça ne l'était pas dans la trilogie précédente, mais le premier des législateurs, c'est César, ce qu'on retrouvait finalement dans la saga classique, puisque l'idée que le César, incarné par Roddy McDowall dans Conquest et Battle for the Planet of the Apes, c'est un peu aussi le premier législateur de l'histoire de cette saga classique. Mais bon, là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, parce que sinon cet épisode va être beaucoup trop long. Encore une fois, réécoutez les épisodes précédents qu'on a pu faire, qu'on avait enregistrés à l'époque avec Master Fred. Donc je reprends, on sait qu'il y a le clan de l'Aigle qui a oublié volontairement ou non la parole de César. Il y a le groupe auquel faisait partie Raka qui clairement a essayé de rester fidèle le plus possible et de maintenir la mémoire de César. Et puis il y a le fameux groupe, donc le royaume de Proximus Caesar, qui, alors eux, ils ont dévoyé la parole de César. Encore une fois, est-ce que ça a été fait volontairement, ou est-ce que c'est au fil du temps que les choses se sont déformées? Bon, vu la nature du personnage de Proximus Caesar, on pourrait penser que la parole de César a été tordue et déformée à dessein pour pouvoir justifier une politique
qu'on peut qualifier d'impérialiste, même si le terme paraît peut-être un peu excessif vu qu'on a affaire à une civilisation, à un groupe de singes qui est peut-être pas la possibilité de vraiment l'être, mais clairement le Proximus Caesar, son groupe à lui, ils asservissent les autres singes. C'est ça qui est étonnant, pas les humains. Enfin, pas complètement en tout cas. Là-dessus, c'est un peu plus compliqué, mais ils asservissent des singes. Donc encore une fois, là, on retrouve la notion de dominant-dominé qui était évoquée dans la saga classique, parce que déjà, on comprenait dans la saga classique qu'il y avait eu une ségrégation entre les singes, qui, même si elle n'était officiellement plus légale, dans les faits, elle est encore plus ou moins appliquée. Donc là, bon, forcément, ça renvoie à l'histoire des États-Unis. Mais ça renvoie de toute manière au concept, au concept même plus large, qui va au-delà de l'histoire états-unienne, de la relation qu'il peut y avoir entre dominant, dominé, colon, colonisé, esclavagiste, esclave. Ça, c'est des, j'allais dire des liens. Le terme n'est pas très heureux. Des dynamiques, on va dire, pour essayer de dire ça de manière un peu distanciée. C'est pas des choses qui s'effacent du jour au lendemain, et c'est pas d'un claquement de doigts qu'on a soudain une situation égalitaire, loin s'en faut. Là il y a qu'à s'intéresser, il n'y a pas besoin de regarder très loin, ni très loin d'un point de vue géographique, ni très loin d'un point de vue temporel, pour voir que effectivement c'est des dynamiques qui sont très longues, très très longues. Même est-ce que ça s'efface un jour? Là-dessus, bon, je vais pas partir sur ce terrain-là, parce que là, ça pourrait prendre des heures, et puis surtout, je pense pas être la personne la plus qualifiée pour en parler. Mais je suis content de retrouver tout ça. C'est vrai que je l'ai pas dit dans la partie sans spoiler, ça aurait mérité d'être dit, que Kingdom of the Planet of the Apes, eh bien, c'est un film qui est toujours furieusement d'actualité. Enfin, je sais pas pourquoi je dis toujours, parce qu'il est pas... Mais je pense qu'au moment où il a été écrit, je sais pas s'il penserait qu'il serait autant d'actualité. Parce qu'il y a certaines choses dans le film qui ont une résonance particulière quand on le regarde en 2024, quand bien même ça a été écrit avant. Mais bref, je vais pas non plus trop m'égarer sur le sujet, parce que encore une fois, c'est des thématiques qui sont quand même difficiles à aborder, mais je trouve que Kingdom of the Planet of the Apes, c'est un film qui est loin d'être idiot. Je pense que c'est un film qui adresse des questions qui sont intéressantes, alors qu'ils n'ont rien de... Oui, ça n'a rien de novateur, rien de nouveau sous le soleil. Malheureusement, j'ai envie de dire. Mais au moins, là aussi, c'est un point important à souligner. La planète des singes, c'est des films qui ont toujours très bien décrit leurs époques, et qui encore une fois, j'ai envie d'insister là-dessus, malheureusement, restent furieusement d'actualité. Et je n'ai pas parlé du quatrième groupe que l'on pourrait évoquer, même si on ne le voit vraiment qu'à la fin du film, c'est le groupe des humains qui sont restés intelligents. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on sent que le fossé entre humains et singes, il est toujours là, et qui va se creuser. Noah et May ne deviennent jamais vraiment amis, finalement, quand on regarde bien. Enfin, à voir, mais j'ai pas le sentiment. À revoir. Peut-être que je modifierai un peu, peut-être que je changerai un peu d'avis en revoyant le film, mais j'ai pas l'impression. Ils deviennent alliés parce qu'ils ont un objectif plus ou moins commun qui, on va dire, mettre Proximus hors d'état de nuire. Même si c'est pas nécessairement pour les mêmes raisons, et qu'ils veulent pas nécessairement, qu'ils ont pas tout à fait le même objectif. Mais il y a un moment où on va dire que leurs objectifs convergent, et du coup, ils sont obligés d'être main dans la main. Mais est-ce qu'ils sont honnêtes les l'un avec les autres? En tout cas, est-ce que May est vraiment honnête avec Noah? On voit pas tout à fait, mais à sa place. Est-ce qu'elle a tort de pas être tout à fait honnête? Par exemple, elle cache le fait qu'elle parle. Mais ça fait écho à ce qui se passe au début de Escape from the Planet of the Apes. Les singes, Zira, Cornelius et Milo, décident au début de ne pas révéler qu'ils sont intelligents, parce qu'ils se disent que ça peut effrayer les humains et que ça peut aller en leur défaveur. D'ailleurs, spoiler alerte, ils n'avaient pas complètement tort. Donc on peut comprendre que May
soit craintive, mais on peut aussi comprendre que Noah prenne ça comme un peu une forme de manque d'honnêteté, qui voit ça avec défiance. Et puis surtout, là je passe tout de suite à la fin du film, donc vraiment, je rappelle, on est dans la partie avec spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, là, je vous raconte la fin, même si c'est peut-être pas l'élément le plus important, mais à la fin, May retourne voir Noah. Ils ont une conversation, justement. Alors, j'ai plus tous les détails de la conversation, mais qui, pour moi, clairement évoque ce que je viens de dire, mais vraiment en exergue ce que je viens de dire, le fait que est-ce que humains et singes, j'allais dire, sont irréconciliables? Oui, si, il y a eu conflit entre humains et singes, donc oui, est-ce qu'ils sont réconciliables? La conversation qu'ils ont permet d'en douter. Même Noah dit quelque chose d'important, il dit que finalement, Proximus Caesar, à certains égards, n'avait pas complètement tort. Ça, je pense que je vais revenir là-dessus un peu après. Mais je veux déjà en finir avec cette dernière séquence. Comment est-ce qu'on peut interpréter le fait que May tient dans son dos, donc sans que Noah puisse le voir, elle tient dans son dos un pistolet. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est venue pour tuer Noah? Parce qu'après tout, Noah est au courant qu'il existe des stocks où on peut retrouver de la technologie et des armes humaines. Ou est-ce que c'est simplement qu'elle craint sa réaction et qu'elle se dit si jamais la conversation tourne au vinaigre, je peux au moins l'effrayer à défaut de le descendre. Encore une fois, ça laisse libre. Ça laisse le champ libre à l'imagination des spectatrices et spectateurs, et ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Et puis surtout, ça nous laisse une fin, alors même si c'est pas tout à fait la fin, il y a ce côté un peu goût amer qui est typiquement dans l'esprit Planet of the Apes. Mais je veux revenir sur Proximus Caesar. Ce que je trouve intéressant là dans ce que je viens de dire, c'est que il y a quelques dialogues, enfin un en particulier. Donc il y a ce dialogue-là entre May et Noah où il y a la question de, au final, même si c'est un personnage, Proximus Caesar, même si c'est un personnage qui est vraiment détestable, peut-être un peu trop, j'ai envie de dire, est-ce qu'il a complètement tort quand il dit méfiez-vous des humains? Là, évidemment, je pense que ceux qui connaissent bien ce podcast et qui connaissent bien mes marottes voient où je veux en venir. C'est cette idée que le docteur Zaius, celui du film de 68, qui est un personnage, encore une fois, qui est un personnage qui est haïssable, qui est détestable. Cependant, il y a toujours cette question de est-ce qu'il a complètement tort? Oui, il a tort à bien des égards. Les méthodes qu'il va employer sont absolument détestables. Néanmoins, lorsqu'il dit que l'humain est responsable de sa propre chute, il a raison. Et c'est quelque chose qu'on retrouve également dans l'univers du reboot, puisque la grippe simienne, qui est d'ailleurs appelée à tort la grippe simienne, puisque les singes n'y sont pour rien, vu que c'est un virus qui a été créé dans des laboratoires par des humains. Donc aussi bien dans la saga classique, dans le roman de Pierre Boulle aussi d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours, l'homme est responsable de sa propre chute, et on peut comprendre que les singes se méfient des humains et ne veulent pas... Alors là, pour le coup, c'est là où je vais émettre des réserves, c'est que Zaius, aussi détestable qu'il était, il y avait une certaine cohérence dans son personnage. C'est un personnage avec plusieurs facettes qui met très mal à l'aise parce que c'est clairement un bad guy, mais on comprend aussi, si on regarde les choses de son point de vue, on peut se dire qu'on ferait pas les choses de la même manière, mais qu'on arriverait peut-être aux mêmes conclusions, à savoir l'homme est un danger pour lui-même et pour les singes, et l'homme a, par le passé, s'est pas nécessairement bien comporté avec les animaux, donc il faudrait peut-être éviter qu'ils reprennent le contrôle de la planète, enfin même, oui, j'allais dire les animaux, il n'y a pas que, on va dire, oui, l'homme est un danger pour lui-même et pour l'ensemble du vivant, et donc encore une fois, là, la planète des singes n'a jamais été autant d'actualité. Je trouve que le personnage de Proximus Caesar, là, j'ai un peu plus de mal. Je trouve qu'il manque un petit peu. Je pense qu'il manque un peu d'épaisseur. Non, pas d'épaisseur,
parce que c'est un personnage qui est haut en couleur, mais peut-être, ouais, il aurait mérité un peu plus de nuances. C'est vrai qu'à un moment, on le voit qui se la joue un peu politicien, qui se la joue un peu charmeur quand il essaie de mettre Noah dans sa poche, et c'est peut-être pas assez, je sais pas si c'est pas assez bien écrit ou pas assez bien développé. Là-dessus, j'ai quand même, ouais, j'ai des réserves. L'autre grosse réserve que j'ai concernant l'écriture du personnage de Proximus Caesar, c'est qu'en fait, bon, ça me dérange pas qu'il arrive assez tard dans le film, parce que ça aussi, c'est un peu dans l'esprit Planet of the Apes, on prend le temps de bien tout développer. C'est pas nécessaire de voir le bad guy tout de suite, mais c'est vrai que il met du temps à arriver, et puis il disparaît finalement relativement vite, alors même si c'est vers la fin du film, mais je trouve que ça aurait peut-être été intéressant, hormis le fait qu'il soit plus nuancé, ça aurait peut-être été opportun de pas le faire disparaître à la fin du film, ou en tout cas de laisser une porte ouverte, parce que on n'a finalement pas vu grand-chose de son royaume. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce qu'on devine qu'il a mis en place, est-ce que ça va lui survivre, ou est-ce que tout ça va tout de suite filer aux oubliettes et qu'on ne le verra plus jamais? Ce serait dommage. Ça pourrait se comprendre hein, qu'on décide de faire partir le film le deuxième film qui part dans une autre direction, que cette fois-ci les antagonistes, si on retrouve, j'ose espérer, si on retrouve le personnage de Noah et de son clan, on pourrait imaginer que les futurs antagonistes, ce soit le groupe d'humains intelligents qui vivent dans un espèce qui vivent dans des bunkers. Ça pourrait sembler logique que ce soit eux les futurs antagonistes, mais ça serait dommage de se débarrasser de se débarrasser du royaume de Proximus Caesar. Donc je trouve ça un peu bête. Enfin non, bête, le terme est peut-être pas, non, c'est peut-être plus fort que ce que je veux dire. Dommage. Voilà, dommage de mettre en place un personnage haut en couleur comme ça pour ne finalement pas le garder. Bon, mais je voulais quand même revenir, oui, donc ce que je disais, il y a quand même un dialogue que je trouve intéressant. Il y a un dialogue entre Proximus et Noah où il dit qu'il faut pas faire confiance aux humains et qu'il faut aussi se méfier des humains intelligents parce que là où il y a un humain qui parle, il y en a deux, il y en a trois, il y en a peut-être plus. Et ça, c'est obligatoirement une référence à un dialogue qui a lieu entre le docteur Zaius et Taylor dans le film de Frank Schaffner. Donc Zaius qui était incarné par Maurice Evans à l'écran et Taylor incarné par Chuck Heston. Je vous propose d'écouter justement un extrait de ce dialogue. Alors, je vais vous le passer quand même, je suis sympa, je vais vous le passer en VF. Donc en réalité, vous allez entendre la voix de Georges Aminel qui prête sa voix à Taylor et celle de Jean Martinelli qui prêtait sa voix en VF au Dr Zaius. Vous allez me dire qui vous êtes réellement, et je vous donne ma parole d'honneur qu'aucun vétérinaire ne vous touchera. Je croyais vous l'avoir dit tout à l'heure devant le tribunal. Vous mentiez. Où se trouve votre tribu? Où se trouve ma tribu? Ils vivent sur une autre planète, dans un autre système solaire. C'est plus fort que vous. Même dans vos mensonges, il y a des bribes de vérité. Cette communauté mythique à laquelle vous êtes censé appartenir, Fort Wayne. Oui, bien. Parle fort! Vous ne vous êtes pas aperçu que vous aviez choisi un nom belliqueux. Dites-moi, où avez-vous été élevé? Mais alors, vous ne croyez pas ce que disait le procureur? D'après lui, je serais un être anormal, un monstre, créé par le docteur Zira. Tout cela est grotesque. Oui, vous êtes un mutant. C'est ce que disent Zira et Cornelius. Vos propos sont hérétiques, docteur. Oui, bien sûr. Et admettons que je sois un mutant. J'aimerais que vous me disiez pourquoi la vue d'un mutant vous remplit de panique. Parce que vous n'êtes pas le seul. Il y a celui que vous appelez London. Ah, alors vous pensez... Oui, je pense que là où il y a un mutant, il y en a probablement un autre, 10 autres, 1000 autres, toute une colonie, je présume. Où est votre colonie, Taylor? Où sont vos femmes? Donc, d'une certaine manière, Proximus Caesar, même si j'ai des réserves concernant l'écriture de ce personnage, il s'inscrit malgré tout dans la grande lignée des bad guys de La planète des singes. Alors, on va peut-être simplement citer les bad guys simiens, parce qu'il y en a aussi des humains, hein, donc il fait un peu penser au docteur Zaius là. Il peut aussi rappeler le général Ursus dans Beneath the Planet of the Apes, le secret de la planète des singes, pour son côté, on va dire,
va en guerre. Donc même si je ne lui réserverai pas forcément la plus belle des places, Proximus Caesar s'inscrit quand même dans cette galerie de bad guys qui jalonnent l'histoire de Planet of the Apes, et surtout donc dans ce moment du film où il s'inquiète de l'existence d'une communauté d'humains intelligents qui est restée hors de portée des singes. Mais on va continuer avec les parallèles qu'on peut tisser avec le film de 68. Enfin là, en l'occurrence, ce dont je vais parler, c'est clairement un hommage, puisque je vais parler de la fameuse séquence de la chasse qu'on pouvait voir dans les bandes annonces. Donc rappelons, dans le film de 68, le personnage de Taylor et les deux autres astronautes, London et Dodge, découvraient un groupe d'humains vêtus de guenilles, qui sont muets, qui sont en train de manger des espèces de fruits qui ressemblent un peu à des melons, à côté d'un champ de maïs. Et soudain, ils sont attaqués par des singes à cheval qui leur tirent dessus et qui les attrapent avec des filets. Et donc, Taylor et ses deux compagnons se retrouvent à courir. Alors, c'est une scène qui était également reprise, qui était déjà présente dans le roman de Pierre Boulle. Donc là, on s'inscrit vraiment dans la continuité. Donc, dans le film de 2024, dans Kingdom, il y a une scène assez équivalente, sauf que cette fois-ci, ce sont Noah, un chimpanzé, et Raka, un orang-outan, qui découvrent donc étonnés des humains. D'ailleurs, on comprend que Noah n'en a jamais trop vu. Et Raka, lui, étonné, il pensait que ces hordes d'humains avaient quasiment disparu de la planète. Donc c'est presque... On sent qu'il y a un côté émouvant à les rencontrer. Je ne vais pas développer plus parce que là, après ça va faire un épisode trop long. Je pense que je vais avoir l'occasion de plus développer ces choses-là, mais j'ai vraiment envie de rester sur l'idée, donc le parallèle avec le film de 68. En fait, ce qui est dingue, c'est que ça serait intéressant de faire un montage où on voit les deux séquences en parallèle, parce qu'il y a des choses qui ont été filmées quasi à l'identique. À un moment, on voit donc ils n'ont pas fait à l'identique quand on voit arriver les singes à cheval, parce que ça n'a plus de sens de le faire. Et puis ça avait déjà été fait dans Rise of the Planet of the Apes. Il y avait un parallèle qui était fait entre les policiers de la police montée et les gorilles que l'on voit, les tout premiers singes que l'on voit dans le film de 68. Là, on reprend pas tout à fait, la séquence commence pas tout à fait de la même manière, mais il y a des choses qui montaient en parallèle pour être très intéressantes, notamment ce qui arrive au personnage de May, puisque à un moment elle est prise dans un filet qui glisse, qui glisse sur le sol, et May en sort, je vais reprendre le terme glisser, on a l'impression qu'elle en sort pas vraiment, c'est pas vraiment volontaire, mais tant mieux pour elle. Et il se passe exactement la même chose avec le personnage de Charlton Heston, avec Taylor, dans le film de 68. Là, ça serait vraiment génial de voir monter en parallèle. Il y a plus loin aussi, elle échappe à un singe en sautant sur une souche, et il y a une scène qui est assez semblable dans le film de 68, et surtout à un moment on la voit ramper dans les hautes herbes, et exactement à l'instar du personnage de Charlton Heston, et on la voit qui regarde ça avec des grands yeux écarquillés. C'est d'ailleurs des choses comme ça avait été révélé dans un des clips, le fait que May parle. Ça, je trouve que c'était vraiment dommage de l'apprendre avant, mais il y avait des théories de fans. Alors je ne sais plus si les théories de fans précédaient ou non le fait que l'on sache que May parle, mais il y avait des théories, puisqu'on voit, elle n'est pas vraiment vêtue de haillons, elle a des habits qui ont l'air d'être des habits manufacturés, et donc il y avait cette théorie, est-ce que ce ne serait pas un astronaute? Et c'est vrai que là, ce qu'on voit dans le film, moi c'est ce que je me suis dit en voyant le film, mais en fait, May, c'est Taylor. Je sais pas si c'est ça qu'a voulu dire Wes Ball, mais c'est une conclusion qu'on pourrait tirer. May égale Taylor, puisqu'il lui arrive plus ou moins la même chose au cours de la scène de la chasse, sauf qu'elle ne se retrouve pas, on ne lui tire pas dessus, elle ne devient pas muette à cause de ça, et elle se retrouve pas... et elle ne se retrouve pas captive à la suite de ça. Maintenant, j'ai un doute. non, je pense pas. Mais bref. Là, le parallèle, il est plus qu'évident, d'autant plus que c'est souligné par la musique. La musique est quasiment identique, donc ça aussi. Alors, ouais, je pense que cette scène-là,
de toute façon, elle est tellement reprise sur le film de 68. Est-ce qu'elle aurait fonctionné avec une autre musique? Moi, je trouve ça très bien qu'on retrouve la musique de film de 68, qu'on va retrouver aussi après dans une scène qui, pour le coup, est plus... qui est originale. Mais au cours de laquelle on réentend le fameux thème de la chasse, que je vais... Vous savez quoi? Je vais le mettre en extrait... je vais le mettre en tapis sonore, ça va me faire un peu de boulot, d'habillage. Faut pas que j'oublie de le faire. Oui, parce que, bon, au bout de plus d'1 heure d'enregistrement, ça vaut le coup de le dire. Là, vous avez compris que mes idées sont un peu... Je les ai notées, mais c'est un peu... Je vous sors tout ça un peu pêle-mêle. Cet épisode n'est pas scripté. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas eu de retour à ce sujet, mais vous avez certainement constaté, donc c'est loin d'être une habitude dans Cornelius Enzira, c'est plutôt une exception. Les 2 épisodes précédents étaient scriptés. Et donc, les notes de l'épisode, c'est le script, parce que je me suis dit, après tout, il y a peut-être des personnes malentendantes qui seraient intéressées quand même de savoir ce que je raconte. Bon, là, c'est peut-être un truc que je devrais peut-être me pencher, développer un peu ça, essayer je crois qu'il y a des IA maintenant qui permettent de faire des retranscriptions écrites des épisodes sans se taper, sans tout écouter et sans devoir tout taper à la virgule près. Mais donc là, bon, ce sera pas le cas. Les notes de l'épisode, ce sera des notes, à mon avis, assez simples. Je vais pas me prendre la tête. Pas de montage, un tout petit peu d'habillage sonore. Le but, c'est que ça sorte vite et puis de garder ce côté un peu sur le vif. Voilà, bon, c'est bien de donner une note d'intention d'épisode, encore une fois, au bout de plus d'1 heure. Mais bon, au moins, vous avez la preuve que tout cela n'était pas très écrit. Et puis d'ailleurs, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'ai parlé de la séquence de la chasse. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet. Oui, donc pour continuer avec les choses que je trouve intéressantes, avec les parallèles, tiens, je vais vous remettre un autre dialogue. Parce que il y a un passage dans le film, donc dans Kingdom, dans le film de 2024, où on comprend clairement que Raka et Noah sont incommodés par l'odeur de May. Et ça, c'est une idée qu'on retrouvait déjà dans Planet of the Apes. Il y a plusieurs dialogues où on entend des singes dire que les humains sentent mauvais. Je vous propose donc d'écouter un extrait du film de 68, donc c'est plutôt vers la fin du film. Le personnage de Zira, avec l'aide de son neveu Lucius, a organisé l'évasion de Taylor, et elle lui demande d'enfiler des haillons, ce que Taylor refuse parce que ces haillons sentent mauvais. Donc vous allez entendre la voix de George Aminel, de nouveau, qui prête sa voix donc, au personnage de Taylor en VF, la voix d'Arlette Thomas, qui prête sa voix au personnage de Zira, et Philippe Auguste dans le rôle de Lucius. Tenez, mettez ça, vite. Vous n'avez pas de vêtements pour moi? Qu'est-ce que vous voulez? Un costume de singe à vos mesures? Cette étoffe sent mauvais. Vous sentez mauvais aussi, comme tous les hommes. Dès lors, n'oubliez pas, pour la plupart des singes, tous les hommes se ressemblent. Mettez ça sans discuter, restez tranquille et faites des vœux pour que tout aille bien. Allons-y. Donc même si le personnage de Zira est un personnage éminemment positif, on retrouve quand même dans sa voix une idée d'essentialisation, une idée, n'ayons pas peur des mots, puisque c'est un des thèmes de la saga classique du racisme, et on va retrouver ça quelque part, oui, je ne sais pas pourquoi je dis quelque part, on retrouve ça dans Kingdom, puisque à plusieurs moments, les singes disent des humains qu'ils sentent mauvais. Et donc on utilise l'adjectif stinking. Alors, encore une fois, ça fait évidemment penser à l'une des répliques les plus connues prononcées par Charlton Heston dans Planet of the Apes, le fameux « Take your stinking paws off me, you damn dirty ape !» Je pense que c'est voulu de réutiliser l'adjectif stinking, mais je trouve que c'est beaucoup plus subtil de reprendre un seul mot plutôt que la réplique tout entière, surtout que c'est quelque chose qui a déjà été fait dans d'autres films ou même dans des comics. À force, cette réplique elle a tellement été reprise que ça, voilà, c'est bien qu'ils se soient contentés. Si c'est l'effet recherché, et je pense que ça l'est, c'est bien qu'ils se soient contentés de ça. Et je trouve aussi, si c'est voulu, je trouve ça intéressant qu'on ait gardé, d'avoir repris cette idée-là qui date du film de 68. Ça va toujours, avec le film de 68, la première fois que l'on voit May, en fait, d'ailleurs, on ne la voit pas vraiment, on la voit de manière furtive. La première chose qui permet qui trahit sa présence, c'est qu'elle vole une couverture sur le cheval de Noah. Et pour moi, ça fait clairement référence
au début du film de 68, quand pour la première fois les astronautes rencontrent des humains, puisque les humains leur volent leurs vêtements. Mais on ne les voit pas, on voit juste, on voit de manière très furtive, on voit juste les mains qui s'emparent de leurs habits. Je trouve que je serais étonné que ce soit une coïncidence. À mon avis, c'est fait exprès, mais je trouve ça bien. On ne reprend pas à l'identique, c'est juste, on reprend l'idée générale. Et ça, je trouve que c'est fait de manière fine, et j'apprécie. Voilà, donc j'ai pas la prétention d'avoir relevé, parce que de toute façon, j'ai pas noté tous les parallèles avec le film de 68. Bon. Il y en a un qui est plus gros, mais je trouve que plutôt bien fait. C'est un moment, on voit une poupée, c'est une poupée qui dit maman, et le maman qu'on entend, c'est celui du film de 68. Ça, j'en mettrai ma main à couper. Et la dernière référence, qui cette fois-ci est plus subtile, et peut-être que tout le monde ne l'a pas eu. Je sais que certains, je dis certains parce que je sais qu'il y a au moins une personne qui nous écoute, probablement, qui l'a reconnu également, puisqu'on en a parlé en message privé. Donc, la fin du film, comment May, un des objectifs de May, c'est de retrouver un disque dur en particulier. Pourquoi ? Parce qu'elle elle a expliqué à Noah ce qu'elle voulait récupérer, c'était un livre. En fait, j'ai l'impression que je raconte mal. On va reprendre un peu plus loin. Proximus Caesar, pourquoi est-ce qu'il a servi des autres singes ? En tout cas, c'est peut-être pas la raison unique, mais l'une des raisons, c'est qu'il veut réussir à ouvrir la porte d'un vault. Donc, vault, ça désigne une espèce d'immense bunker qui a une porte gigantesque, et une porte métallique, et qu'il n'arrive pas à ouvrir. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais il a le pressentiment que c'est très important ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, mais il le sait, c'est notamment des armes, dont des armes lourdes, même plus que l'autre, parce qu'il y a carrément des tanks. Mais il y a aussi accès à de la connaissance, auquel elle dit à Noah qu'elle veut récupérer un livre, et parce que dans ce livre, il y aurait potentiellement la solution, même le remède à la grippe simienne, mais peut-être qu'elle lui a menti, parce que ce qu'elle récupère, c'est un disque dur. Alors, il y a peut-être plus d'informations que ça dans le disque dur, mais en tout cas, ce disque dur permet de remettre en service des énormes antennes et donc le but des humains, puisque à la fin, elle arrive bien à donner ce disque dur. On voit bien les antennes remises en service qui permettent d'émettre un message, de contacter d'éventuelles autres communautés humaines, et donc le film se termine, je pense, quasiment avec où on entend quelqu'un qui répond, et cette fameuse communauté humaine qui répond à la communauté de May, ils sont situés dans l'Indiana et pas n'importe où, dans la ville de Fort Wayne. Et Fort Wayne, c'est là d'où vient un certain George Taylor, comme il le révèle dans le film de 68. Donc là, j'avoue, c'est pour moi, je mettrais ça quand même dans la catégorie, je parle de Fort Wayne, la catégorie Easter egg de qualité. Voilà, c'est très bien, je m'y attendais vraiment pas. J'ai été très surpris dans le bon sens. Autant la poupée, je l'ai vu venir à 10 km, et peut-être que c'est un poil too much, mais bon, peut-être parce que moi, en tant que fan du film de 68, je l'ai vu venir vraiment à 200 km, mais ça va, je trouve que c'est pas non plus exagéré. Dites-moi en commentaire si vous écoutez cet épisode sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous a chagriné, ou s'il y a d'autres choses. Dites-moi de façon générale ce que vous avez aimé, pas aimé, ou compris ou non, etc. On est aussi là. Le but, c'est aussi de créer un dialogue. Voilà, je veux bien lancer une rubrique courrier des lectrices et des lecteurs. Il n'y a pas de problème. Mais je vais essayer de reprendre le fil de ce que je voulais dire. Oui, il y a peut-être d'autres parallèles, d'autres clins d'œil à la saga qui sont beaucoup plus subtils, tellement subtils que je suis pas sûr que ce soit fait exprès, en fait. Par exemple, la société, le clan des aigles, c'est pas n'importe quels aigles qu'ils utilisent, je pense que ce sont des pigargues. En tout cas, c'est des aigles qui leur ramènent du poisson, c'est des aigles qui pêchent, et il me semble que le pigargue, l'aigle pêcheur, c'est lui le symbole des États-Unis, le fameux... Alors là, j'ai peut-être une énorme bêtise, parce qu'ils ressemblent pas à ça. Enfin, toujours est-il qu'ils ont dressé leurs aigles pour qu'ils ramènent du poisson. Je
pense que donc il le consomme, ce poisson, ce qui est vrai, parce que les chimpanzés sont omnivores, les chimpanzés ne sont pas végétariens, comme ce qui est présenté dans la saga classique, même si c'est pas quelque chose qui est établi dès le film de 68, c'est quelque chose qui est établi plus tard, à partir de Battle for the Planet of the Apes, je crois. Maintenant, j'ai peur que ma mémoire me fasse... à moins que ce soit plus tôt. Et je crois que c'est toujours le cas également dans la série. Mais justement, dans la série, il y a des singes qui utilisent des humains qui leur servent d'esclaves, clairement, pour pêcher des poissons, mais il me semble que le but de cette société de singes, c'est pas de manger les poissons, c'est d'en faire de la colle. Et d'ailleurs, ils se plaignent du fait que les humains mangent des poissons. Ça, je sais plus si c'est dans l'épisode de la série ou si c'est dans la novélisation. Parce que là, petite parenthèse, la série télé et la série animée sont peut-être pas génialissimes, mais les novélisations sont assez sympas à lire, et particulièrement, je pense que je me répète, j'ai déjà dû le dire dans pas mal d'épisodes, les novélisations de la série animée La Planète des Singes sont vraiment, vraiment très chouettes, c'est un régal à lire, je le conseille, ça n'existe pas en français, ça n'existe qu'en anglais et en allemand aussi, je crois. Mais oui, ça c'est vraiment grosse recommandation, mais je ferme là la parenthèse. Est-ce que j'y ai pensé pendant le film, forcément, vu que je vous en parle. Ça serait énorme si c'était voulu. Je pense que c'est plus une volonté de construire une colonie, enfin une société de singes qui a l'air viable. Et d'ailleurs, c'est tout à l'honneur des personnes au scénario. Ça, c'est là-dessus, je trouve que c'est qu'on y croit. La colonie, pourquoi je dis colonie ? Le clan de l'aigle, on y croit. Il y a de l'épaisseur. Voilà, c'est peut-être ça. Il y a le terme anglais, flesh on the bones. Ça semble cohérent, on y croit. Et pour continuer avec les possibles références ou hommages à la saga classique qui sont peut-être trop subtil pour être vrai, je ne sais pas, il y a quelque chose que j'avais vu dès les bandes annonces, je crois pas que j'en avais parlé, il me semble que j'avais commencé à le mettre dans un script d'un de mes épisodes précédents où j'analyse les bandes annonces, mais que je l'avais finalement enlevé pour faire quelque chose de plus digeste, mais là, bon, vous l'avez compris, on est parti sur un épisode où je suis en roue libre, donc on va en parler. On voyait dans les bandes annonces, et on voit beaucoup mieux dans le film, évidemment, qu'il y a pas tous, mais une partie des singes qui font partie donc du royaume de Proximus Caesar, ils portent des masques. Clairement, de toute façon, quand on les voyait dans la bande-annonce, ils étaient avec des torches, donc ils étaient inquiétants. Et est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire avec le comics Terror on the Planet of the Apes, où il y a dedans des gorilles suprémacistes qui portent des cagoules, ça rappelle évidemment l'histoire des États-Unis, malheureusement le Ku Klux Klan. D'ailleurs, thématique était également reprise et abordée dans l'un des épisodes de la série télé, la série de 74 dont je parlais un peu plus tôt. Donc, est-ce que c'est à ça que ça veut faire référence là? Mais il y a peut-être deux autres parallèles à faire avec le comics Terror on the Planet of the Apes. Il y en a un, j'avoue, je ne l'ai pas vu, c'est notre ami XP, que vous aviez pu entendre notamment dans l'épisode 35 de Cornelius Enzira, donc consacré à ce fameux comics qui avait été scénarisé par Doug Munch. Lui, il m'a fait remarquer que il y a deux personnages humains intelligents qu'on voit dans quasiment tout le film, avant qu'on ne voit vraiment dans la toute dernière séquence les autres membres de la communauté à laquelle appartient May, mais aussi le personnage qui est incarné par William H. Macy, donc qui s'appelle... j'ai oublié, c'est pas grave, donc le personnage d'humain intelligent qui est au service de Proximus Caesar, qui a peut-être un petit peu... qui décide de profiter du confort que lui offre Proximus Caesar et qui en échange accepte de lui révéler des secrets... des secrets de la technologie et de la connaissance humaine, donc peut-être qu'il tire contre son camp en échange d'un certain confort. Bon, ça c'est une thématique qui est souvent qui est souvent développée et qui est surtout aussi basée sur des choses qu'on a pu observer dans l'histoire. Je vais pas développer plus, je pense que vous voyez un peu à quoi je pense.
Et ben lui il me dit, est-ce que on pourrait pas faire un parallèle entre ce personnage et le personnage de Lightsmith dans Terror on the Planet of the Apes, le personnage de Lightsmith qui est justement, qui pense être le gardien des anciennes connaissances humaines, de l'ancienne civilisation humaine, et toujours, c'est amusant que j'y ai pas pensé à lui, parce que par contre moi j'ai fait un autre parallèle, c'est que ce fameux énorme bunker auquel va accéder Proximus César, dans lequel ont été stockés à dessein donc beaucoup de technologies humaines, dont de la technologie militaire, et ben est-ce que ça serait pas l'équivalent du Psychedrome, donc qu'on voit dans le comics, le Psychedrome qui est recherché par Lightsmith dans le comics Terror on the Planet of the Apes. Ça serait, et encore une fois, c'est peut-être simplement une convergence d'idées, hein, entre peut-être que voilà, pour l'écriture, les gens à l'écriture du scénario de Kingdom of the Planet of the Apes sont arrivés, ou eu la même idée qu'avait eu à son époque Doug Munch, parce que ça pourrait sembler, oui, c'est une idée comme une autre, hein, que avant l'effondrement, les humains aient décidé de stocker leur technologie quelque part, ou même sans même penser à l'effondrement, des stocks d'armes. Bah oui, ça existe, hein, je pense, dans notre monde. Mais voilà, bon, c'est peut-être un peu trop gros pour être vrai, mais pourquoi pas. Voilà, je pense que là j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire concernant les parallèles qu'on pouvait faire avec d'autres œuvres de la saga Planet of the Apes. Il y en a sûrement d'autres à faire, mais là j'ai pas non plus envie de... Oui, là on se dirige vers un épisode, j'ai pas non plus de faire un épisode de 2 heures, donc on va s'arrêter là à ce niveau. On va se diriger tout doucement vers la conclusion, où même si donc j'ai dit quand même, hein, je sais pas, peut-être que j'ai l'air un peu fatigué, et auquel cas je m'en excuse, mais sachez quand même que là je le redis, Kingdom of the Planet of the Apes, La planète des singes, le nouveau royaume, m'a enthousiasmé. Je suis globalement très positif, mais c'est le moment quand même pas de jouer les extincteurs, mais il y a quand même quelques réserves à émettre, et ce serait malhonnête de ne pas le dire dans cet épisode. Donc, je vais essayer quand même d'être rapide. Moi, j'ai des réserves concernant l'écriture. Je trouve que la structure du scénario est peut-être un peu trop proche de War for the Planet of the Apes, donc la planète des singes suprématie. J'entends par là que finalement le personnage de Noah s'en va dans le but de mener une vendetta. Hein, clairement, lui, il veut se venger de Proximus César, de la même manière que, bien sûr, maintenant j'ai un trou de mémoire, que... de la même manière que César voulait se venger du colonel qui était responsable de la mort de son fils. Et puis on retrouve aussi cette idée du clan entier qui est asservi par le bad guy. Donc dans War, le colonel a asservi tout le groupe de singes qui suivait César dans le but de construire un mur. Et là, Proximus César a asservi tout le clan de l'aigle dans le but d'ouvrir une porte. Bon, bah, on retrouve un peu ça. Et puis à la fin de War, l'armée des antagonistes est englouti par une avalanche. Là, ce qui semble mettre fin, enfin en tout cas, ce qui met fin au règne de Proximus César, c'est donc le fait que cet énorme bunker soit englouti par l'eau de la mer après une explosion, parce que pareil, hein, l'avalanche de neige est produite par une explosion. Là, c'est une explosion, là, c'est fait exprès, qui fait sauter un barrage, qui fait que du coup, le bunker se retrouve englouti par l'eau. Bon, j'ai trouvé quand même que c'était peut-être quand même un peu trop proche. Ça m'a un petit peu dérangé pendant le film. Bon, après, ça reste une réserve. C'est pas non plus quelque chose qui m'a complètement fait sortir du film. Une autre réserve en termes d'écriture que l'on pourrait émettre, qui là pour le coup m'a pas dérangé pendant le film, c'est le côté campbellien, le fait que Noah soit typiquement un héros campbellien. Bon, moi je pense qu'il faut aussi voir le film comme un coming of age. C'est un genre que j'aime généralement assez bien, mais je pourrais comprendre que des gens trouvent que ça manque d'originalité aussi de ce point de vue-là. Là, effectivement, on réinvente franchement pas la poudre, mais c'était clairement assumé par Wes Ball. Je vous renvoie à l'interview qu'il avait donnée à la chaîne YouTube Ape Nation, interview qui était vraiment super bien et qui m'avait aidé à faire l'épisode d'avant, je crois. Je perds la boule, je sais déjà plus ce que je fais. Mais bon, soit. Donc, c'est pas une réserve que je formule totalement, puisque je vous dis, moi, ça m'a pas dérangé, mais je pourrais comprendre qu'on l'ait faite. Et bon, bah, j'ai déjà dit hein, les réserves que j'avais par rapport au personnage de Proximus César. Peut-être qu'il aurait mérité une écriture plus fine, et peut-être qu'il aurait mérité de pas mourir, en fait. Ou en tout cas, que
que ce soit établi, que son royaume puisse lui survivre. Je sais pas trop comment. Bref, j'espère vraiment qu'on va revoir un peu tout ce groupe-là de singes finalement. Mais oui, un autre problème que j'ai en termes d'écriture, mais peut-être aussi ça tient au fait que le film était déjà suffisamment long et qu'il ne pouvait pas le rendre encore plus long. Je pense quand même qu'il y a un peu un problème d'échelle. Bon, c'est quelque chose qui était déjà présent dans la saga classique et qui est présent souvent dans les films comme ça, un peu d'aventure. C'est qu'on a l'impression que tout le monde vit à quelques jours de cheval les uns des autres et du coup, on a du mal à se dire comment ça se fait qu'ils soient si différents ou qu'ils se connaissent pas. Bon, cela dit, c'est vrai que tout en le disant, je suis en train de me dire en même temps, Proximus Caesar avait trouvé une partie des groupes d'humains de May. Je sais pas, peut-être que le groupe d'humains de May, oui, on a peut-être le sentiment quand même qu'ils vivent relativement loin, puisque lorsque May va retrouver Noah, ils ont quand même eu le temps de reconstruire le village, donc là on a quand même le sentiment que pas mal de temps s'est passé, mais c'est plus on a l'impression que le royaume de Proximus Caesar n'était pas si loin que ça du clan de l'Aigle. C'est peut-être moi qui pinaille là, en fait, tout en le disant, je suis en train de me dire, est-ce que je suis pas en train de grave pinailler? Mais ouais, je crois que j'aurais eu envie de sentir qu'il y ait plus de distance, que ce petit groupe constitué de Raka, de May et de Noah ait le temps de créer peut-être des liens plus forts. Bon, ouais, je pinaille un peu là. Là, je le reconnais, je fais vraiment du pinaillage. Donc, je vais m'arrêter avec mes réserves et je vais parler des choses que j'aurais adoré voir ou que j'aimerais bien voir dans les prochains films ou dans d'autres œuvres qui sont des œuvres connexes à cet univers qui a été établi par Kingdom of the Planet of the Apes. Alors, je l'avais déjà dit quand même dans un épisode précédent, ce que j'aurais trouvé génial, c'est que les différentes communautés simiennes ne parlent... Alors, c'est pas qu'ils parlent des langages différents, mais qu'ils parlent plus tout à fait le même langage. À la rigueur, que Raka parle un très bon anglais, que Proximus Caesar parle un bon anglais aussi, ça me va, puisque eux ont gardé le souvenir de César, donc ça peut se tenir, mais j'aurais trouvé ça vraiment cool que le clan de l'Aigle, on comprend quand même que ça fait pas mal de générations qui vivent loin de tout le monde, ça aurait été hyper intéressant qu'ils parlent une langue qui sonne encore comme de l'anglais, mais qui soit plus tout à fait de l'anglais. Ça aurait été génial. Alors peut-être que ça aurait été un peu compliqué à faire, peut-être aussi qu'il y a l'écueil, pas que ça semble, justement, je parlais de Jar Jar plutôt, que ça ressemble un peu à ça. Oui, peut-être que ça aurait été très maladroit, qui parle en mode Missa, etc. Ça aurait peut-être été, ça aurait peut-être eu des relents pas terribles, mais ça aurait pu être intéressant d'essayer, oui, de voir, tiens, à quoi pourrait ressembler l'anglais s'il était pratiqué par une communauté qui vit tout seul pendant un siècle, voire 2 siècles, voire 3 siècles, et qui en plus s'exprime en partie, ça j'ai trouvé ça cool, que par contre qui continue de parler un peu, qui mélange langage des signes et langage articulé, ça j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et d'ailleurs, faut quand même reconnaître, ça a été quand même un tout petit peu développé, puisqu'ils n'ont pas tout à fait le même vocabulaire que Raka, et que le groupe de Proximus Caesar, puisque eux, les humains, ils appellent les échos. Ça, je trouve ça très chouette aussi, parce que donc on comprend qu'ils n'en voient quasiment jamais. Ça, c'est établi dans le film, que c'est extrêmement rare de voir des humains. Et le fait qu'ils les appellent les échos, on ne sait pas pourquoi, mais aussi, je trouve que ça fait pour ça quelque chose un peu mythologique. J'aime beaucoup qu'il y ait eu au moins ce concept-là. Je parlais plutôt de l'idée d'altérité. Ça, je trouve que c'est très bien vu. C'est une très bonne idée, même si j'aurais trouvé ça vraiment osé et génial, qui pousse le curseur un peu plus loin. Mais encore une fois, là, je reconnais, là, c'est même plus que du pinaillage. Je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait. Ça aurait été génial, mais je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait. Je vais revenir aussi sur ce que j'ai dit par rapport à la réponse donc que reçoivent le groupe d'humains auquel fait partie May. Et donc ils reçoivent une réponse de Fort Wayne, Indiana. Bien évidemment, je trouve ça excellent
parce que c'est la ville d'origine de George Taylor, super, mais ce que j'aurais trouvé génial, c'est que la réponse vienne de beaucoup plus loin, voire même d'un autre continent. Ça, je sais que ça demanderait beaucoup de courage de faire un film Planet of the Apes qui se passe en dehors des États-Unis, sans même parler d'un autre continent. Ça serait formidable qu'il y ait un petit passage en France, ne serait-ce que pour rendre hommage à Pierre Boulle quand même. Mais je dis pas ça pour le côté chauvin, ça serait un très très beau clin d'œil de voir, pourquoi pas, même si c'est ultra cliché, de voir la tour Eiffel qui est envahie par de la végétation ou qui est devenue rouillée, qui s'est à moitié effondrée. Enfin ça serait génial. Bon, ça n'arrivera certainement jamais, hein. Mais ça serait intéressant parce que c'est des choses qui ont été très peu développées dans toute l'histoire de la saga. Et là, je parle vraiment le côté transmédia. Ça se passe quasiment tout le temps en Amérique du Nord. Et ça, ce serait vraiment cool d'essayer d'explorer un petit peu d'autres contrées. Voilà. Et oui, allez, un dernier parallèle, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, un dernier parallèle qu'on peut faire, même avec des œuvres de la saga classique, même si je ne suis pas un grand défenseur de Beneath the Planet of the Apes, Le secret de la planète des singes en VF, donc le deuxième film, qui date de 1970, mais quelque part, ces humains qui ont survécu dans des bunkers à la Fallout, bah, ça peut rappeler la société des mutants qui a survécu sous terre, et ben j'aime quand même bien. Voilà, aussi étonnant que ça puisse paraître quand on sait moi les problèmes que ça crée pour moi. Je trouve que des mutants télépathes c'est vraiment too much. Ça demande un trop gros effort de suspension d'incrédulité de la part des spectatrices et spectateurs, et je pense qu'ils auraient jamais dû faire ça. Mais c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas Le secret de la planète des singes. Mais oui, cette idée quand même qu'il y ait une humanité qui ait survécu comme ça à l'abri des regards de tout le monde, ça rappelle ça, et je déteste pas en fait. Voilà. Il est vraiment temps d'en finir. Il y a évidemment encore plein de choses à dire, et il y a aussi des choses certainement que je voulais dire que j'ai oubliées, mais c'est pas grave parce que de toute façon des épisodes il va y en avoir d'autres. Ça c'est hormis le fait que, je le rappelle, je le souligne, je le redis, j'ai vraiment beaucoup aimé La planète des singes, Le nouveau royaume. Je suis très content que ma saga soit toujours ma saga préférée, c'est pas la mienne, hein, qu'elle soit toujours vivante, qu'elle ait été respectée, qu'elle ait pas été vidée de son sens, que ce soit pas une coquille vide. Donc vraiment, je suis très heureux, j'insiste là-dessus, je le redis, je le martèle, mais l'autre côté hyper positif, c'est que vous sentez, ça me redonne quand même la patate. J'ai plein d'autres épisodes de prévus. Alors je sais que j'ai quand même la fâcheuse tendance à faire beaucoup de promesses, et puis finalement j'ai pas le temps, pas l'énergie, et je finis par oublier. J'ai des tonnes de scripts, d'épisodes qui traînent de ci, de là, et des choses qu'il faudra que je termine un jour, mais là il y a pas mal de choses de prévues, des choses plus concrètes que d'autres, mais il va y avoir d'autres épisodes où on va parler de Kingdom of the Planet of the Apes, c'est sûr et certain, donc je vais avoir le temps de rentrer beaucoup plus dans les détails, mais les histoires de la planète des singes se terminent souvent mal, et ça va être le cas de cet épisode, parce que le 8 mai 2024 était une journée très heureuse pour moi, puisque j'ai découvert le 10e film de la saga Planète des singes avec mon fils, dans une chouette salle, avec le son Dolby Atmos. Vraiment, on s'était fait plaisir. Et malheureusement, en fin de journée, il y a eu une énorme douche froide pour moi, parce que Steve Albini, qui est une personne que j'apprécie tout particulièrement, malheureusement est décédé, enfin en tout cas, je ne sais pas s'il est décédé le 8 mai, mais en tout cas c'était annoncé le 8 mai, donc hier, donc il est décédé d'une crise cardiaque. Steve Albini, il est surtout connu pour son travail de producteur, hein, il a notamment travaillé, il a produit Nirvana, il a produit les Pixies, donc là on parle de production de disques, on parle de production d'albums, et oui, je pense que dans ma discothèque il y a pas mal de disques qui ont été enregistrés par Steve Albini, mais je crois que c'est surtout le musicien que je pleure, parce que il y a beaucoup de disques de Big Black, des Rape Men et de Shellac dans cette même discothèque, même si je dois manquer au moins un Big Black, mais là n'est pas, enfin bref, voilà. J'ai eu la chance de le voir plusieurs fois sur scène avec son dernier groupe en date, Shellac, qui d'ailleurs, il y a un album qui va sortir là dans quelques jours, ça va être très
très bizarre d'écouter cet album de Shellac, en sachant que Steve Albini n'est plus de ce monde. Et donc oui, en concert, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment un personnage. Pour celles et ceux qui aiment fouiller les flux RSS, je pense que j'en parlais il y a quelques années déjà dans la playlist de notre ami Barberousse. Je mettrai peut-être le lien, je mettrai au moins le lien vers le flux RSS de la playlist ou le lien vers l'épisode. Enfin, peu importe. De toute façon, c'est pas ça qui est important. Enfin, voilà, la vision et le discours acéré de Steve Albini sur l'industrie musicale, donc aussi acéré que l'était sa musique et ses riffs de guitare, ça va cruellement nous manquer. Donc on va se quitter en écoutant Kerosene, un morceau qui est extrait de l'album Atomizer qui était sorti en 1985, dont le titre n'est finalement pas sans lien avec la saga Planet of the Apes. Donc désolé de terminer sur une note aussi badante. Peut-être que Steve Albini ça vous parle pas, ça va être l'occasion pour vous de découvrir, mais bon, je pense que quand même il y a fort à parier que vous avez déjà entendu des morceaux qu'il a produits sans le savoir. C'est difficile de rebondir là-dessus. Vous retrouverez tous les liens vers les réseaux sociaux, etc. en bas des notes qui accompagnent cet épisode, comme c'est toujours le cas. Si vous avez écouté cet épisode en portant un t-shirt d'un groupe de la scène noise rock de Chicago, tout en observant des zèbres s'abreuvant dans une rivière avec un aigle qui volait au-dessus de votre tête, vous étiez dans le vrai. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. Et à très bientôt les primates. I was born in this town. Live here my whole life. Probably come to die in this town. Live here my whole life. Never anything to do in this town. Live here my whole life. Never anything to do in this town. Live here my whole life. Probably learn to die in this town. Live here my whole life. Nothing to do, sit around at home, stare at the walls, stare at each other and wait till we die. Stare at each other, wait till we die. Probably come to die in this town. Live here my whole life. There's kerosene around. Something to do. There's kerosene around. She's something to do. There's kerosene around. She's something to do. There's kerosene around. We'll find something to do. There's kerosene around. She's something to do. There's kerosene around. Set me on fire. Set me on fire, kerosene. 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 Set me on fire.
Never anything to do in this town. Never anything